Imaginez vivre dans un pays où des millions de personnes survivent avec moins d'$1 par jour, alors que sous leurs pieds se trouvent de l'or, des diamants et une richesse qui semble infinie. Ce pays existe, et il s'appelle la République démocratique du Congo. Là-bas, des familles entières vivent sans électricité, sans eau courante, et doivent marcher pendant des heures pour survivre, à la recherche d'une eau qui peut s'avérer mortelle. Un pays où l'on roule en moto en bois, et où le manque de ressources a contraint à créer des inventions qui semblent impossibles, comme des robots géants qui régulent la circulation. L'un des pays les plus riches en ressources, qui recèle certains des minerais les plus précieux de la planète, où ceux qui les extraient survivent à peine. Une terre fascinante, où coule un fleuve capable de tout engloutir, où se trouve l'un des volcans les plus dangereux, et où vivent les êtres humains les plus petits de la Terre, avec des adultes qui dépassent à peine la taille d'un enfant de 10 ans. Installe-toi confortablement, ouvre grand les yeux, et clique sur « J'aime ». Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, nous allons découvrir comment on vit dans l'un des endroits les plus malheureux du monde. C'est parti. Au cœur le plus sombre et le plus palpitant de l'Afrique, caché dans la densité de la deuxième plus grande jungle qui existe, se cache la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus durs et les plus fascinants de la planète, en raison de réalités que vous allez découvrir. La République démocratique du Congo est un pays immense, tellement grand que sa superficie équivaut à celle de l'Espagne et de la France réunies. Mais bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands pays du continent africain, sa population dépasse les 80 millions d'habitants. Cela signifie quelque chose de difficile à imaginer. Il existe d'immenses zones sauvages, des forêts presque vierges, et des territoires où le temps semble s'être arrêté. Des lieux où vivent encore des communautés qui mènent la même vie qu'il y a des milliers d'années. Les êtres humains les plus petits de la planète que nous allons bientôt découvrir. Le nom du pays a lui aussi une histoire. Congo vient de l'ancien royaume du Congo, un empire africain qui a dominé cette région pendant des siècles. Dans les langues bantoues, Congo signifie « près de l'eau ». Et ce n'est pas un hasard, car ce pays est traversé par le fleuve Congo, le deuxième plus long et le plus puissant d'Afrique, une artère naturelle qui donne la vie, relie les territoires et fait vivre des millions de personnes. Un fleuve qui définit ce pays et qui le reflète comme nulle part ailleurs, car non seulement c'est l'un des plus longs du monde, mais c'est aussi le plus profond. À certains endroits, il dépasse les 200 mètres, mais le plus inquiétant, ce n'est pas sa taille, c'est ce qui se passe sous la surface, des courants invisibles, extrêmement violents qui se déplacent dans différentes directions, créant une force impossible à contrôler. Un fleuve qui ne pardonne pas, un fleuve qui engloutit tout. Des bateaux entiers ont disparu dans ses eaux, non pas parce qu'ils coulent tout simplement, mais parce qu'ils sont entraînés vers les profondeurs par ces courants cachés, sans aucune possibilité de s'échapper. Un système naturel si extrême que dans certaines zones, la vie est quasi inexistante. Car même pour les poissons, survivre ici est difficile. Et c'est peut-être pour cela que ce fleuve reflète comme nul autre la réalité de ce pays. De l'extérieur, il semble plein de vie. Mais sous la surface, tout est bien plus complexe, plus dur, plus imprévisible. Car ici, même ce qui semble donner la vie peut aussi vous la retirer. Mais pour comprendre la réalité actuelle, il faut se tourner vers le passé. Pendant des siècles, ces terres ont suscité l'intérêt des puissances étrangères, en particulier sous le règne du roi Léopold II de Belgique, qui, après avoir découvert les immenses ressources que cachait ce pays, a cherché à l'exploiter, laissant des cicatrices profondes qui sont encore visibles aujourd'hui. Après l'indépendance, loin de se stabiliser, le pays a connu des décennies de conflits, de tensions internes et de luttes pour le contrôle de ses ressources. Car le Congo, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi la richesse. Une richesse immense qui va bien au-delà de ses paysages ou de sa biodiversité. Sous cette terre se trouvent des minerais d'une valeur inestimable. Des ressources qui, dans de nombreux cas, ont été liées à des conflits, au point de recevoir des noms tels que « diamants du sang ». Nous n'allons pas entrer dans les détails sombres de cette réalité,
Mais il est important de comprendre une chose. Parfois, avoir trop peut devenir un problème. Comme si une terre trop riche attirait davantage de mains intéressées que de véritables solutions pour ceux qui y vivent. Et c'est là l'une des grandes contradictions du Congo. Car tandis que le pays accumule des ressources dont le monde a besoin, une grande partie de sa population vit avec presque rien. Ici, la pauvreté n'est pas une exception. C'est le contexte. On estime qu'une grande partie de la population vit avec moins d'$1 par jour, dans un environnement où le strict nécessaire pour survivre n'est pas toujours garanti. Et cela a des conséquences directes sur la société. Le Congo est, à bien des égards, un pays jeune, très jeune. Près de la moitié de sa population a moins de 15 ans. Les familles sont souvent nombreuses, non seulement par tradition, mais aussi comme moyen de s'adapter à la réalité. Dans un environnement où la vie est si exigeante, avoir plus d'enfants signifie plus de mains, plus de soutien et plus de chances de s'en sortir. C'est pourquoi le nombre moyen d'enfants par femme dépasse 5, bien au-dessus de celui de nombreux pays occidentaux, où il atteint rarement même 2. Mais au-delà des chiffres, cela reflète aussi autre chose, la résilience, la capacité d'adaptation. Cela tient en grande partie au fait que, dans certaines communautés, on va encore plus loin. En effet, il existe des familles où un seul homme peut avoir plusieurs épouses. Mais il ne s'agit pas d'un luxe, ni d'un caprice. Dans de nombreux cas, c'est une forme d'organisation sociale. Pour fonder une famille, l'homme doit apporter une dot, généralement sous forme de biens, de bétail ou de ressources, ce qui représente déjà un effort considérable. Et entretenir plusieurs épouses implique également une grande responsabilité. Plus de personnes signifie plus de mains pour travailler, plus de soutien au sein du foyer, et plus de chances pour la famille de s'en sortir dans un environnement où tout est difficile. Ce n'est pas une question de pouvoir, mais de survie, et une manière différente de concevoir la famille et son avenir. Car grandir ici, ce n'est pas seulement fêter ses anniversaires, c'est apprendre très tôt à affronter l'environnement, à trouver des solutions, à se déplacer et à résister. Dans certaines communautés, ce passage à l'âge adulte ne se fait pas progressivement. Il est marqué par des rituels, des cérémonies où les enfants et les adolescents doivent prouver qu'ils sont prêts à faire partie du groupe, apprendre à chasser, à s'orienter dans la jungle ou à résister à la fatigue et à la peur, souvent seuls dès leur plus jeune âge. Des épreuves qui, plus que de démontrer la force, cherchent à enseigner quelque chose de bien plus important. Que dans cet environnement, survivre n'est pas une option. C'est une obligation. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup de choses qui semblent impossibles ici finissent par trouver un moyen de fonctionner, même si c'est d'une manière à laquelle on ne s'attendrait pas. Sur une échelle de 1 à 10, seriez-vous prêt à vivre ici, malgré les difficultés, si vous pouviez avoir accès à une partie de son or et de ses diamants? À la fin de la vidéo, nous verrons si vous maintenez cette réponse. Après avoir compris le contexte, l'histoire et les contradictions de ce pays, la question est inévitable. Comment est-ce vraiment de vivre ici, au quotidien? Pour beaucoup de gens, la journée commence avant le lever du soleil. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils en ont besoin. Les premières heures de la journée sont les plus importantes, car elles permettent de profiter de la lumière naturelle dans un endroit où l'électricité est un luxe qui n'est pas toujours disponible. Dans des villes comme Kinshasa, la capitale, la réalité n'est pas si différente de ce que vous pourriez imaginer. Bien qu'il existe des zones plus développées, la majorité de la population ne peut pas se permettre de vivre en appartement. Beaucoup de gens vivent dans des bidonvilles, où les habitations sont construites avec ce qu'on trouve. Des tôles, du bois, du plastique, ou des restes d'autres matériaux. Des constructions fragiles, entassées les unes sur les autres, qui séparent à peine les familles les unes des autres. Dans certaines zones, la vie se déroule au milieu des déchets accumulés, des eaux stagnantes et des chemins de terre qui se transforment en boue à chaque pluie. Des lieux où l'assainissement est pratiquement inexistant et où vivre dans la saleté fait partie du quotidien. Certaines familles survivent en marge de la ville, près de décharges ou de zones abandonnées, profitant de tout espace disponible pour se construire un abri. Des espaces oubliés, où la vie continue, même quand on pourrait penser qu'elle ne devrait pas.
Et si l'on s'éloigne des villes, la situation ne change pas autant qu'on pourrait le croire. Dans de nombreux villages ruraux, les maisons sont construites en terre, en bois et avec des matériaux naturels, adaptés à l'environnement mais avec des ressources très limitées. Des habitations simples, où plusieurs personnes partagent un même espace, et où la vie dépend presque entièrement de ce que la terre offre. Dans de nombreuses régions du pays, plus de 70% de la population n'a pas d'accès stable à l'électricité. Cela signifie que lorsque la nuit tombe, tout s'arrête. Pas de lumière, pas d'activité, pas de marge de manœuvre pour continuer. Mais le véritable défi commence par quelque chose d'encore plus fondamental. L'eau. Pour des millions de personnes, s'approvisionner en eau ne consiste pas à ouvrir un robinet. Cela consiste à marcher pendant des heures sous la chaleur, en empruntant des chemins accidentés, en portant des récipients vides qui reviendront pleins et lourds. Et pourtant, le problème ne s'arrête pas là, car bien souvent cette eau n'est pas potable. Elle peut être contaminée, elle peut provoquer des maladies, mais c'est tout de même la seule option disponible. Et dans ce contexte, chaque décision cesse d'être un choix de confort pour devenir une nécessité. L'alimentation suit un schéma similaire. Il n'y a pas de supermarché, pas d'abondance constante, pas de certitude que demain sera comme aujourd'hui. De nombreuses familles dépendent de ce qu'elles peuvent trouver au quotidien. De petites cultures, d'échanges, de petits boulots. L'économie ne repose pas toujours sur l'argent, mais sur la survie. Les transports ne sont pas non plus comme tu les connais. Dans de nombreuses régions, les routes sont rares ou en mauvais état. Et se déplacer d'un endroit à un autre peut prendre des heures, même pour des distances relativement courtes. Cela a des répercussions sur tout. Se rendre à l'hôpital, à l'école, au marché, peut devenir un défi quotidien. Et c'est là que tu commences à comprendre quelque chose d'important. Quand les ressources manquent, l'ingéniosité prend le relais. Car dans cet environnement, les solutions ne viennent pas de l'extérieur. Elles se créent de l'intérieur. Les gens s'adaptent, improvisent, construisent avec ce qu'ils ont. Ils transforment des matériaux simples en outils essentiels. Et peu à peu, on commence à se rendre compte que la vie ici ne se mesure pas en termes de confort, mais en termes de résilience. Des voisins qui s'entraident, des familles qui partagent, des réseaux invisibles qui permettent à la vie de continuer même dans les conditions les plus difficiles. Mais même au sein de cette réalité, il y a quelque chose qui surprend. Car c'est quand il semble n'y avoir aucune marge de manœuvre que surgissent des solutions qui, vues de l'extérieur, semblent impossibles. Des façons de se déplacer, de travailler, de transporter, qui ne correspondent pas à ce que nous considérons comme normal. Quelque chose qui, à première vue, semble impossible, mais qui, ici, fait partie de la vie quotidienne. Quand il n'y a pas de ressources, quelque chose de bien plus puissant apparaît. L'ingéniosité. Dans un endroit où les infrastructures font défaut, où il n'y a ni routes en bon état ni transports réguliers, les gens n'attendent pas de solution. Elles les créent. Et l'exemple le plus surprenant de tous est peut-être celui que vous avez déjà vu. Les chukudu. Des structures entièrement en bois, sans moteur, sans carburant, mais capables de transporter jusqu'à 300 kilos. Des sacs, de l'eau, de la nourriture, des matériaux, voire des personnes. À première vue, ils semblent rudimentaires. Mais en réalité, ils sont essentiels. Car dans de nombreuses régions du pays, ce n'est pas une invention curieuse. C'est le principal moyen de transport. Un outil qui permet de travailler, de se déplacer et de survivre. Celui qui possède un chukudu a une chance. Un moyen de générer des revenus, de transporter des marchandises, de se connecter à d'autres marchés. C'est pourquoi, loin d'être quelque chose d'improvisé, il devient un symbole d'effort, de statut et de survie. Mais le plus surprenant, c'est la façon dont ils sont utilisés. Dans certaines régions, les conducteurs parcourent des kilomètres en les poussant, puis dévalent à toute vitesse des chemins de terre, profitant de l'inertie. Il existe même des compétitions, des courses où l'objectif n'est pas seulement de gagner, mais aussi d'obtenir du matériel, d'améliorer le véhicule et de se démarquer. Mais le chukudu n'est qu'une partie du tout, car quand il n'y a pas de ressources, tout se transforme. Dans de nombreux foyers,
L'éclairage ne provient pas du réseau électrique, mais de solutions improvisées. Des bouteilles en plastique remplies d'eau placées sur les toits, capables de refléter la lumière du soleil vers l'intérieur. Un système simple, mais efficace. Dans d'autres cas, de petites batteries récupérées ou des générateurs de fortune permettent de recharger un téléphone portable pendant quelques heures. Une chose qui, ici, peut faire toute la différence. L'eau est également un autre exemple. Quand il n'y a pas d'accès direct, on réutilise des bidons, des récipients et tout type de conteneurs pour la stocker. Chaque goutte compte. Rien n'est gaspillé. Des matériaux qui, ailleurs, seraient considérés comme des déchets, ont ici une seconde vie. Roues, plastique, métaux, tout peut devenir un outil. Car quand l'essentiel fait défaut, la seule option est de s'adapter. Et de cette adaptation naît quelque chose qui, vu de l'extérieur, peut sembler improvisé, mais qui ici est tout à fait logique. Il ne s'agit pas d'innovation technologique. Il s'agit de survie, de comprendre l'environnement et de l'utiliser à son avantage. Mais l'ingéniosité dans ce pays ne s'arrête pas au bois. Quand quelque chose cesse de fonctionner, ici on ne le jette pas, on le transforme. Dans de nombreuses régions, où il est impossible de se procurer une batterie neuve, les mécaniciens locaux récupèrent les batteries usagées. Ils les ouvrent, les réassemblent, réutilisent les matériaux et parviennent à leur redonner vie. Ce n'est pas de la technologie de pointe, c'est du savoir-faire pratique. Une façon de faire fonctionner des radios, des lampes de poche ou de petits appareils quand il n'y a pas de magasin où les acheter. Ici, l'énergie ne s'achète pas, on la récupère, et il en va de même pour la lumière. À la tombée de la nuit, l'obscurité est totale, mais dans certains quartiers, les plus jeunes construisent des lampes à partir de restes de technologie. Des moteurs d'anciennes imprimantes, des câbles récupérés, de petits panneaux solaires trouvés parmi les déchets électroniques. Des systèmes simples, mais suffisants pour éclairer une maison, une rue ou un petit commerce. Et au milieu de tout ce chaos apparent, apparaît quelque chose que personne ne s'attendrait à trouver ici. L'ordre. Dans des villes comme Kinshasa, où la circulation peut devenir totalement imprévisible, la solution n'est pas venue de l'extérieur. Elle est née de l'intérieur. Des structures métalliques, alimentées à l'énergie solaire, s'élèvent au milieu des rues. Des robots conçus pour réguler la circulation, avec des lumières, des caméras et une présence impossible à ignorer. Ils semblent tout droit sortis d'un autre monde, mais ils fonctionnent. Et le plus curieux, c'est que les conducteurs les respectent plus que les policiers eux-mêmes. Car ces robots ne négocient pas, ils ne se fatiguent pas, ils font simplement leur travail. Et dans un environnement où presque tout est incertain, cela fait toute la différence. Maintenant, dis-moi une chose. Laquelle de toutes ces inventions t'a le plus surpris? Le tchoukoudou, les lampes, les batteries ou les robots? Je te lis dans les commentaires. Mais ce pays ne se résume pas à sa dureté. Il se résume aussi à ce qu'il cache. Car au cœur de l'Afrique, s'étend la deuxième plus grande jungle de la planète. Un territoire immense, dense, pratiquement impénétrable, où la nature impose ses propres règles. Ici, la verdure recouvre tout. C'est un endroit où il existe encore des zones inexplorées, des espaces où l'être humain n'a pratiquement pas laissé de traces. Et c'est précisément cette immensité qui a permis à quelque chose d'extraordinaire de continuer d'exister. Des communautés humaines qui vivent comme il y a des milliers d'années. Des personnes qui ne dépendent ni de la technologie, ni des villes, ni des infrastructures. Des personnes qui ne dépendent que de la forêt. En pensant à cette adaptation, le moment est venu de découvrir l'une des communautés les plus surprenantes de la planète, les Pygmées Mbuti, l'un des groupes humains les plus anciens d'Afrique subsaharienne, qui habitent la forêt tropicale d'Ituri, dans l'une des zones les plus reculées du pays. Leur mode de vie n'a pas changé. Ils continuent de chasser, de cueillir, de pêcher, exactement comme le faisaient leurs ancêtres il y a des milliers d'années. Ils ne cultivent pas, ils n'élèvent pas d'animaux, ils ne dépendent de rien d'extérieur. Pour eux, la jungle n'est pas un environnement, c'est tout. C'est un être vivant, qui observe, protège et punit. C'est leur seul Dieu. Mais il y a quelque chose qui les rend encore plus uniques, leur taille. Les Mbuti sont considérés comme les humains ayant la taille moyenne la plus petite de la planète.
Les hommes mesurent en moyenne environ 1,45 m, tandis que les femmes ne dépassent souvent pas le 1,30 m. Dans certaines communautés, même moins. Pour que tu comprennes, c'est à peu près la taille d'un enfant d'une dizaine d'années. Et pourtant, ce sont des adultes pleinement fonctionnels. Mais comme tu vas le voir, le fait d'être si petit n'est dû ni à une maladie ni à une anomalie. Tout est lié à l'évolution, une adaptation parfaite à la jungle. Leur taille leur permet de se déplacer facilement dans la végétation dense, de dépenser moins d'énergie et de survivre avec les ressources limitées qu'offre cet environnement. Mais le plus surprenant, ce n'est pas leur corps, c'est leur mode de vie. Ils n'ont pas de chef, il n'y a pas de dirigeant. Les décisions sont prises en groupe, tout le monde participe. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. Une société totalement horizontale, quelque chose d'extrêmement rare, même dans le monde moderne. Les pygmées n'ont ni montre, ni horaire. Ils ne vivent que le présent. Car ici, se soucier trop de l'avenir peut signifier ne pas survivre à la journée. Leur vie tourne autour de la jungle. Ils chassent, récoltent du miel, pêchent, et chaque jour est une nouvelle quête. Et quand quelqu'un se démarque trop, le groupe le remet à sa place avec humour, empêchant ainsi l'ego de rompre l'équilibre d'une vie sans hiérarchie. Même leurs rituels y sont liés. Quand quelque chose ne va pas, ils pensent que la jungle a été offensée. Et ils organisent des cérémonies pour la réveiller et rétablir l'équilibre. Et maintenant, nous voulons connaître votre avis. Dans votre pays, y a-t-il des personnes aussi petites que les pygmées? Aimeriez-vous vivre comme eux? Raconte-le-nous dans les commentaires. Car comprendre cela, c'est aussi comprendre à quel point l'être humain peut s'adapter. Mais ce mode de vie n'est pas facile à maintenir. La pression du monde extérieur, la perte de territoire et les changements environnementaux mettent en péril quelque chose qui a survécu pendant des milliers d'années. Une culture unique, un mode de vie irremplaçable, et peut-être l'une des dernières occasions de voir comment vivait l'être humain, avant que tout ne change. Mais cette jungle ne préserve pas seulement des cultures, elle protège également certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Au plus profond de ce territoire, survivent les derniers gorilles de montagne, des animaux imposants, silencieux, qui partagent avec l'être humain plus de 98% de leur ADN. Les observer en liberté n'est pas seulement une expérience unique, c'est observer un reflet de nous-mêmes, dans un monde complètement différent. Mais leur existence ne tient qu'à un fil. Pendant des décennies, le braconnage, la perte d'habitat et les conflits dans la région ont réduit leur nombre à l'extrême. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques centaines à l'état sauvage. Et ce pays est l'un de leurs derniers refuges. Un lieu où la vie se fraye un chemin, malgré tout. Mais s'il y a bien une chose qui définit ce territoire, ce n'est pas seulement ce qui y vit, c'est ce qui peut se réveiller à tout moment. Car sur cette même terre se trouve l'un des volcans les plus dangereux au monde, le Nyiragongo. Un volcan différent de tous les autres. Sa lave est extrêmement fluide, bien plus rapide que d'habitude. Elle peut dévaler ses flancs à des vitesses dépassant les 100 km/h, balayant tout sur son passage sans laisser le temps de réagir. Lors de ses éruptions les plus récentes, la lave a atteint des zones habitées, forçant des milliers de personnes à fuir en quelques heures, sans temps, sans véritable avertissement. Et pourtant, les gens continuent de vivre à proximité, car ici, le danger n'est pas une exception. Il fait partie du décor. Vivre à côté d'un volcan actif, faire partie d'une jungle imprévisible, partager l'espace avec l'une des natures les plus sauvages de la planète. Tout cela fait partie de la même réalité. Une réalité où la beauté et le risque cohabitent en permanence. Mais tout ce que tu as vu jusqu'à présent n'explique pas l'essentiel, car ce pays ne se contente pas de survivre. Il soutient le monde. Sous cette terre, outre l'or et les diamants, se trouve un minerai dont dépend une grande partie de votre vie quotidienne. Le coltan. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais vous l'utilisez tous les jours. Le coltan sert à fabriquer des composants électroniques, notamment des condensateurs, que l'on trouve dans les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et pratiquement tous les appareils modernes. Peu importe que vous ayez un téléphone basique ou le dernier modèle d'iPhone.
tous ont besoin de coltan. Et une part très importante de ce coltan provient d'ici, de la République démocratique du Congo. On estime que ce pays concentre une grande partie des réserves mondiales de ce minerai. Et cela en fait un élément clé de la technologie mondiale. Mais c'est là qu'apparaît, une fois de plus, la contradiction. Car tandis que le monde avance, ceux qui extraient ce minerai restent prisonniers d'une autre réalité. Dans de nombreuses régions du pays, l'exploitation minière n'est pas industrielle, elle est manuelle. Des hommes, et dans certains cas aussi des jeunes, passent des heures à creuser avec des outils rudimentaires, dans des conditions difficiles et sans presque aucune protection. Pas de grosses machines, pas de sécurité, juste de la terre, de l'effort et de la résistance. Ils travaillent de longues journées, à la recherche de petites quantités de minerais qu'ils vendront ensuite pour une bouchée de pain. Dans de nombreux cas, les revenus quotidiens atteignent à peine entre 1 et 3 dollars. Juste assez pour tenir un jour de plus. Et pourtant, ils continuent. Car pour beaucoup, il n'y a pas d'autre choix. Tout le monde ne vit pas directement du coltan, mais dans de nombreuses régions, l'exploitation minière est devenue l'un des rares moyens de générer des revenus. Une activité qui, bien qu'instable, permet à des milliers de familles de s'en sortir. Et c'est là que tout se relie à toi. Car tandis que quelqu'un extrait ce minerai dans des conditions très difficiles, tu l'as dans ta poche, dans ton téléphone portable, un appareil qui fait partie de ton quotidien et qui dépend en partie de cet endroit. Sans ce pays, la technologie que tu utilises n'existerait pas telle que tu la connais. Et cela change la façon de voir les choses, car ce n'est plus seulement un pays lointain. C'est un élément clé du fonctionnement du monde moderne. Mais malgré cette importance, la richesse ne reste pas ici. Elle se transforme, elle s'exporte, elle se dilue. Et ce qui reste, c'est ce que tu as vu depuis le début. L'effort, l'adaptation, la survie. Une réalité où la valeur de la terre ne se reflète pas dans la vie des gens. Et c'est peut-être là la plus grande contradiction de toutes. Un pays qui possède ce dont le monde a besoin, mais qui attend toujours de recevoir ce qu'il mérite. Et maintenant, après tout ce que tu as vu, revenons au début, à cette question. De 1 à 10, dans quelle mesure serais-tu prêt à vivre dans un endroit comme celui-ci, si tu pouvais accéder à sa richesse? Car maintenant tu en sais un peu plus. Tu sais ce que signifie vivre ici. Tu sais ce que cela coûte. Tu sais ce qui se cache derrière. Un pays où la terre est riche, mais où la vie ne l'est pas toujours. Où le monde puise, mais rend rarement. Où la nature est sauvage, la culture est unique, et la survie est quotidienne. Et pourtant, les gens vont de l'avant. Ils s'adaptent, ils résistent, ils trouvent des moyens, même si c'est d'une manière à laquelle tu ne t'attendrais pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce genre d'histoire t'intéresse. Alors abonne-toi à Monde sans censure, car il reste encore beaucoup d'endroits à découvrir. Et comme toujours, il y a des choses que le monde voit, et d'autres qu'il préfère ne pas regarder. C'est pourquoi ne manque pas la vidéo qui suit celle-ci. Clique dessus, tu vas adorer.